Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. Balingwa newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Berth Bissay. Bonjour. Bonjour à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. La gestion de la crise anglophone a essuyé des critiques virulentes des États-Unis d'Amérique. Président le Conseil de sécurité, sa représentante a dénoncé l'attitude des autorités camerounaises. Elle a exigé une action urgente de l'Union africaine et d'autres organisations pour contribuer à une résolution rapide de cette crise meurtrière. On fait le point avec Jean-Paul Chouniat. Réuni au siège des Nations Unies à New York, le Conseil de sécurité, par la voix de l'ambassadrice des États-Unis, demande au gouvernement camerounais et les séparatistes anglophones à se parler pour mettre fin à la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Kelly Knightcraft est représentante des États-Unis au Conseil de sécurité. Nous exhortons tous nos partenaires à s'impliquer à la résolution de la crise au Cameroun, en faisant aussi pression sur le gouvernement camerounais et les séparatistes pour un dialogue sans condition. Pour les yeux et les oreilles de Washington au Conseil de sécurité, la communauté internationale, l'Union africaine, les pays de la CEMAC et des chefs d'État du continent doivent tous s'impliquer au regard de la dégradation de la situation humanitaire et l'insécurité sur le terrain. Kelly Knightcraft, les rapports qui nous parviennent font état des violations des droits humains, des exécutions sommaires, des détentions arbitraires, des tortures en toute impunité. Ceci exige désormais une attention particulière. Au regard de la situation dans les deux régions anglophones, l'ambassadrice américaine Kelly Knightcraft demande une accalmie aux deux belligérants. Nous appelons le gouvernement camerounais et les sécessionnistes à ouvrir des couloirs humanitaires afin de porter assistance aux nécessiteux. Un rapport de l'UNICEF du 3 novembre dernier indique que près d'1,9 million de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. Bien avant cette sortie de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, des émissaires de l'Union africaine, la francophonie et le Commonwealth ont séjourné au Cameroun, échangeant avec le gouvernement, les acteurs politiques sur les voies et moyens pour un retour à la paix dans les deux régions anglophones du Cameroun. Et le secrétaire général de l'ONU vient de transmettre un rapport sur la situation du climat sociopolitique en Afrique centrale. Dans sa présentation, Antonio Guterres consacre une bonne partie de son compte-rendu à la situation politique au Cameroun. Les violences des droits de l'homme dans le nord-ouest et sud-ouest sont mises en avant, ainsi que la crispation du climat politique au Cameroun depuis la présidentielle du 7 octobre 2018. L'ONU recommande au gouvernement d'ouvrir un dialogue en incluant toutes les parties prenantes, y compris les groupes armés. On fait le point avec Donald Brice-Kamgan et Eric Ouattat. Le 17e rapport du secrétaire général des Nations Unies transmis au Conseil de sécurité projette la photographie de la situation sociopolitique au Cameroun. Dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, Antonio Guterres informe le Conseil de sécurité de ce que la situation humanitaire est préoccupante. Près de 855 000 enfants déscolarisés du fait de la violence, c'est-à-dire 9 enfants sur 10. 700 000 déplacés, 785 cas de violence basés sur le genre, dont 74 cas de viol jusqu'en juillet dernier. Des assassinats, enlèvements, détentions arbitraires, des attaques contre les infrastructures scolaires et sanitaires, énumère Antonio Guterres. Le SG de l'ONU rend compte également du rétrécissement de l'espace politique pour les partis de l'opposition. Plusieurs manifestations du MRC ont été interdites depuis la libération du président du parti début octobre dernier, après le dialogue national, renseigne le rapport. Afin de garantir le retour à la paix dans les régions anglophones et apaiser le climat politique, Antonio Guterres indique au Conseil de sécurité les mesures qu'il préconise. Ce sont la poursuite du dialogue avec, je cite, toutes les parties intéressées, y compris les groupes armés, les populations locales, la diaspora, les chefs de l'opposition. Le patron de l'ONU appelle par ailleurs d'une part Yaoundé à prendre des mesures de confiance et d'autre part toutes les parties en conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à respecter les droits civils des populations. Au sujet du double scrutin municipal et législatif attendu, le secrétaire général des Nations Unies indique avoir demandé au gouvernement, via son représentant spécial en Afrique centrale, de garantir des élections transparentes. Le rapport de 18 pages brosse globalement les crises sécuritaires et politiques en Afrique centrale,
et rend compte des mesures proposées pour les conjurer. Et dans ce contexte de pression internationale, une session extraordinaire du Parlement est convoquée demain vendredi sur ordre du président de la République. À 24 heures de ces assises cruciales, des parlementaires n'ont aucune information officielle sur l'ordre du jour. Néanmoins, ils souhaitent que les travaux soient axés sur les mécanismes d'implémentation des résolutions du Grand Dialogue national. Élisée Bokba et Aïk Siri. La session ordinaire à peine achevée, l'Assemblée nationale est à nouveau convoquée, cette fois en session extraordinaire. Une convocation qui arrive à point nommé, selon des députés pour qui elle servira à poser les jalons de la résolution de la crise anglophone. Nous ne pouvons pas aller aux élections dans les conditions actuelles parce que les gens continuent d'être kidnappés dans ces deux régions-là. Peut-être, si de bonnes solutions sont prises au cours de la session extraordinaire qui est convoquée pour vendredi prochain, certainement la paix peut revenir. L'ordre du jour n'a pas été annoncé, mais les élus refusent d'imaginer une session extraordinaire consacrée au report des futures élections. On ne peut pas convoquer une session extraordinaire pour reporter les élections. Mais le travail qu'on peut abattre au cours de cette session extraordinaire peut peut-être amener les dirigeants de notre pays à penser à un éventuel report des élections. Dans leur supputation, ils pensent beaucoup plus à l'implémentation des recommandations du Grand Dialogue national, en ce qui concerne notamment le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. S'il devait y avoir une priorité, ça ne peut être que cela, c'est-à-dire permettre aux élus de se pencher véritablement sur les conclusions, sur certaines conclusions du Grand Dialogue national. S'il faut doter les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest d'un statut spécial, ça ne peut que passer par la révision des lois de 2004, plus précisément la loi portant sur les régions. La question de la décentralisation, selon les députés, pourra également faire partie des sujets à débattre au cours de la session extraordinaire. Je crois savoir que cette session extraordinaire est là pour répondre aux attentes des Camerounais qui voudraient voir des lois fortes visant à poursuivre le processus de décentralisation. Je peux déjà considérer cette session extraordinaire comme étant la session extraordinaire de la décentralisation. Si la convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire ne souffre d'aucune irrégularité, d'autant qu'elle reste conforme à la Constitution, les sujets à en débattre, quant à eux, font l'objet de beaucoup de supputations. Double scrutin du 9 février 2020, la circonscription électorale de Voury-Centre dans le littoral est la plus courue pour les législatives. Alors qu'elle ne dispose que 3 postes de députés, 15 candidats ont décidé de se lancer dans la course pour les sièges à l'Assemblée nationale. Sylvestre Hippolyte Zangao. Le MEC, le MP, l'UDC, le RDPC, le SDF, 5 listes et 15 candidats pour briguer les 3 sièges de députés à l'Assemblée nationale à Voury-Centre, dans la région de littoral. C'est la circonscription électorale qui fait le plus courir. Voury-Centre regroupe les arrondissements de Douala 1er et Douala 6e. Pour la législature qui s'achève, les 3 sièges sont occupés par Albert Ndokolens du RDPC, toujours dans la course, Marlis Douala Bell, qui n'a pas été réinvesti par le RDPC, son parti, et Joshua aussi, du Social Democratic Front, qui se lance dans la course pour un nouveau mandat. Conseiller municipal à Douala 5e et donc à Voury-Est, Abel Elimbi Lobe a choisi de traverser la ville pour concourir lui aussi à Voury-Centre, aux côtés des habitués que sont Cyril Sambaka ou encore Jean-Jacques Kindi. Parti du Social Democratic Front, Abel Elimbi Lobe est investi par le MEC. Évoquons à présent le chapelet de doléances des promoteurs de petites et moyennes entreprises. Ils sollicitent l'appui des pouvoirs publics pour développer leurs activités. Ils s'exprimaient ainsi à l'ouverture des journées nationales de la PME à Yaoundé. Élisée Bokba et Aïk Cyril étaient de la partie. Au palais des congrès de Yaoundé, de jeunes promoteurs de petites et moyennes entreprises exposent leur savoir-faire. Ça, c'est la char de guerre que j'ai fabriquée en tôle
Elle a une rotation qui est vraiment rapide, qu'une char de guerre normale soit 30% de cadence de rapidité. Elle est utilisable avec cette télécommande fabriquée en carton et cette télécommande est rechargeable par un chargeur universel comme vous le voyez ici. Nous concevons les véhicules électriques, les motos électriques, les fauteuils roulants pour handicapés électriques. Et dans ce cas d'espèce, nous avons choisi d'apporter une contribution à nos forces de défense. Nous avons choisi d'aider l'État à lutter contre le terrorisme. Si le terrain est piégé par exemple, en pilotant cet engin à distance, tel que vous voyez, on peut déceler une activité électromagnétique. Doués de talent, ils auraient pu faire mieux s'ils bénéficiaient d'un appui conséquent de la part des pouvoirs publics. Les connaissances que nous développons ne sont pas différentes de celles que l'on développe aux États-Unis. Ce sont des technologies que l'armée américaine et l'armée russe utilisent. Nous les développons sur place. Mais si le gouvernement ne nous appuie pas dans le sens de la production à grande échelle, si le gouvernement ne nous aide pas à améliorer déjà ce que nous avons, nous risquerons parfois d'être tentés de passer à autre chose. Face au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, les promoteurs égrènent un chapelet de doléances. Nous n'avons pas assez de partenaires de partenaires pour nous lancer et nous aider à nous développer normalement. S'il peut nous aider et nous financer, donc pour que nous puissions nous développer aussi, développer le secteur d'activité des PME. Ce n'est pas facile, il faut des moyens et beaucoup de travail et nous avons souvent eu des difficultés au niveau de l'emballage. Nous avons besoin que nos produits puissent aller plus loin, mais parfois ce n'est pas facile. Parce qu'il faut les moyens aussi pour le faire. En guise de réponse, le MINMESA présente la stratégie gouvernementale pour financer les activités des promoteurs de PME. On va réfléchir ensemble sur des problématiques telles que parfois la possibilité de mettre sur pied des guichets ou des produits spécifiques pour le financement des startups, mais se pencher sur des dispositifs de financement alternatifs tels que le crowdfunding, les business angels et parfois même tout ce qui peut permettre dans notre écosystème de pouvoir mieux accompagner ce segment des PME. Gouvernement et promoteurs de PME s'expliquent à Yaoundé à la faveur des Journées nationales des petites et moyennes entreprises, rendues cette année à la 5e édition. Terminons ce journal par les images de cet accident de la circulation survenu hier sur la route nationale numéro 3 et qui a coûté la vie à 4 personnes. Xavier Fokai, Séverin Touban. C'est ici au lieu du Kakazo, à 6 km du centre-ville d'Edea, que 4 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation qui a impliqué ce minibus parti de Yaoundé et un gros porteur de transport interurbain en provenance de Boya et se rendant dans la capitale politique. Nous partions de Boya pour Yaoundé. Et subitement, à cet endroit-ci, le bus, il y avait le minibus IAS a fait tourner devant nous. Et notre chauffeur a donc esquivé ce bus-là et est entré à bouche. Les débris éparpillés sur le sol, les épaves et la carcasse de ce minibus démontrent à suffisance la gravité du choc qui aurait fait plus de victimes et causé bien plus de dégâts, n'eût été la vigilance du conducteur du gros porteur. Ça a fait tourner devant nous et le chauffeur de Moussamé était très vigilant. Il a donc esquivé et il est entré en bouche. La chance que le bus Moussamé n'a même pas frôlé la IAS. Si ça frôlait la IAS, peut-être que nous serons tous morts. L'excès de vitesse du conducteur du minibus est pointé du doigt comme la cause principale de cet autre accident de la route. Les autorités appellent les usagers à plus de vigilance à l'approche des fêtes de fin d'année. Voilà, le conseiller donc donné plus de vigilance sur les routes. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous. Innocent Azé, good day once again. Good day once more, Julien and Travis. Good day. Thanks for staying with us. An extraordinary session of Parliament has been convened for this Friday, December 13, 2019, upon the high instruction of the head of state, Paul Biya.
And on to something else to talk about, a security meeting which held in the nation's economic capital, Douala, chaired by the governor of the Littoral region, Samuel Jodene Ivaha Dubois, a group security men from the northwest, southwest, littoral and west regions, and aim was to prevent violence and equally ensure security of the two elections that will take place in Cameroon come February 9th, 2020. And the Littoral Governor Samuel Jodene Ivaha Dubois was speaking to Equinox Television alongside Emini Zephyrin, Deputy Resident Representative of the UNDP, equally Bila Buhwa Matthew, Election Advisor, United Nations Development Program. They were speaking respectively to Equinox Television. Take a listen. We cannot hold these elections without taking some measures. So the forces have been then involved to this process to know how they can accompany this process, how they can survey, and then how they can bring peace amongst the populations. We cannot have an electoral process without taking those measures. That's why this program is to make a kind of training of these forces to be able to tackle all the difficulties we can have. The country is going to hold an important electoral process in 2020. So we have already trained the trainers of the electoral process for the security forces and defense to accompany all the actors, notably the security forces, to be capacitated to support all the process, all the electoral process which is coming, and to be able to create an enabling environment for peaceful elections in our country. After exchange of experience from region, as you are aware, Northwest was concerned, Southwest, Littoral was concerned, as well West. So during the 3 days, they exchanged the experience, and I think that, as they said, they are well capacitated to move forward in securing the electoral process and the upcoming election on 9 February 2020. The United States Permanent Representative has told the United Nations Security Council that the worsening armed conflict in Anglophone Cameroon has resulted to immediate humanitarian needs for IDPs, that's internally displaced persons, and equally refugees whose number continues to increase. She says the use of military is not the option or solution to the socio-political impasse in the northwest and southwest regions of Cameroon. Details in this report. The Anglophone crisis featured among security issues discussed in the United Nations Security Council. It was the United States Permanent Representative to the UN Security Council, Kelly Knightcraft, who presented the armed conflict in Anglophone Cameroon. Her presentation revealed persistent gross human rights violations, including extrajudicial killings, arbitrary and unlawful detentions, as well as torture, all conducted with impunity. She says immediate humanitarian attention is required due to the worsening situation, which has led to the death of at least 3,000 people, including 300 defense and security personnel, with over 500,000 IDPs and nearly 50,000 refugees recorded. She added that belligerence to the conflict limits humanitarian access and worsening security, which has left as much as 65% of the northwest and southwest regions out of bounds to aid workers. That on November 5th, 2019, UNICEF reported that 1.9 million people, most of them children, are estimated to need assistance. Thus, an increase in 80% compared to 2018.
The U.S. calls on separatist groups and the government of Cameroon to grant humanitarian access to these areas to deliver life-saving assistance to the population in need. We also call on all parties to respect international humanitarian law and international human rights law as applicable, as well as the protections they provide. The situation in Cameroon warrants immediate action from all parties, including the African Union and regional heads of state. Condolences were extended to family of the local aid worker Pascal Ngwani in Dongamantung Division, Northwest Region, abducted and killed by armed men November 30th. This implies urgent needs to end the war. As this month is about doing and not just talking, I want to briefly list a few helpful steps that could be taken to restore a measure of stability. We urge UNOCA and our partners to take a more assertive role in resolving Cameroon's conflict and to continue to urge both the government of Cameroon and separatist group to enter into open-ended dialogue without preconditions, relinquishing their focus on a military solution. The permanent representative also adds U.S. supports the Swiss-led mediation process between governments and separatists, that both parties should take concrete actions to move the initiative forward such that peace returns in the two English-speaking regions. The National Road number 3 claims another life, this time around the lives of 4 persons in a mini bus whose tire punctured and crashed onto an oncoming 70-seater bus that was traveling from Buea to Edea, that's the Senegal Maritime Division. Details with Sumanjikan Gabriel. Another dark day on the National Road number 3. 4 persons have just lost their lives as a result of an accident that occurred Tuesday night, 9 p.m. at Nkakazok, situated some 6 kilometers away from the center town of Edea. We left Buea for Yaoundé when suddenly at this point a mini bus tumbled off in front of us. Luckily, our driver dodged away from it and went into the bush. The mini bus, reports say, was transporting woods from Yaoundé when it witnessed a flat tire and immediately went into a head-on collision with a 70-seater bus from Buea en route to Yaoundé. Early Wednesday morning, upon our arrival at the accident scene, the destruction of the minibus was enormous. Meanwhile, the 70-seater bus was right inside the bush. The 4 persons who died, their bodies are now at the Edea District Hospital mortuary, while the injured cases are also in the same health facility. The driver of the minibus has been blamed for the accident. We now take you to the Mungo division of the Littoral region to talk about a 3-year-old child who has now been buried after she was burnt to death by a fire incident which erupted in one of the rooms they were occupying. Smajikan Gabriel has more. It was a dark Wednesday for the Wojo family in Louis, Manju subdivision, Mungo division of the Littoral region. Their 3-year-old child, Kemene Divi Ocean, has just been burnt by fire. 6:30. It was at 6:30 a.m. that it started, as the mother of the house was washing plates outside before they noticed the child in the room was already burnt. Don't take place, people. They want to try for loss and fire. They come for skin for people. The incident, we were told, took everyone by surprise and began from the room where little Ocean was sleeping. Before we shift fire, they woke up. We were
at the roadside when we saw fire. As we arrived, we saw the flames that started from a room. Women were already in tears. We got into the house to help that it shouldn't burn the whole apartment. Make it not take us. Apart from the loss in life recorded, properties were also lost by Wojo family, who could not withstand the pains of losing their daughter. Security officials who descended to the incident scene have begun investigation. Meanwhile, the 3-year-old child was immediately buried. Though the real cause of the fire is not yet known, fingers are pointing at poor electrical connection. It is with a sad story that we end this midday Balungwa newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. Je l'ai bien à 16h. Le prochain rendez-vous d'information, vous l'avez dit, Innocent Nazé, ce sera à 16h. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.